va parler de Logicomics avec Aleko Papadatos. C'est une soirée un peu particulière parce que immédiatement après cette très courte présentation, je vais laisser la parole aux étudiants de DUT GMP, Génie mécanique et productique de Lyon 1, qui sont ici présents et quelques-uns dans la salle, mener cette rencontre, poser des questions donc à l'auteur. Alors, pour être complète dans la présentation, donc les étudiants de l'unité Génie mécanique et productique ont travaillé avec moi, Catherine Philakis, et on a également monsieur Pascal Robert qui nous fait l'honneur de sa présence, spécialiste de bande dessinée qui est chercheur à l'ANSIB et auquel mes étudiants aimeront également poser quelques questions, bien entendu. Je passe tout de suite le micro à eux pour commencer la soirée. Bonsoir à tous. Donc, moi et Arthur, on s'appelle tous les deux Arthur. On va aujourd'hui vous présenter nos invités pour ensuite aller sur la présentation de l'œuvre Logicomics, pour ensuite vous lire certains extraits qui seront répartis lors de cette soirée, pour ensuite avoir une diapo qui a été réalisée par monsieur Papadatos pour vous parler de comment se réalise une bande dessinée ou autre. Ensuite, nous poserons des questions pour ensuite lire d'autres extraits et vous laisser aussi la parole si vous avez d'autres questions à poser. Donc, pour commencer cette soirée, nous avons le créateur et le scénariste de Logicomics, Apostolos Doxiadis, qui est né le 6 juin 1953 en Australie, mais qui a grandi en Grèce. Il a d'abord commencé par des études en mathématiques pour ensuite suivre des cours de cinématographie. Il réalisera 2 films par la suite, Underground Passage et Terirem, qui a gagné le prix du festival du film à Berlin en 1988. Dans la même période, dans les années 80, il a écrit 4 romans grecs, il a aussi traduit des pièces de théâtre françaises telles que Roméo et Juliette. Et il assistera aussi à Logicomics. Nous avons aussi Christophe Papadimitriou, qui est né le 16 août 1949 en Grèce, qui est professeur et chercheur à l'université de Berkeley aux États-Unis, et aussi auteur de romans et scénariste de la BD. Nous avons ensuite Alekos Papadatos, qui est ici présent, qui est né en 1959 en Grèce. Il a travaillé 20 ans dans l'animation, avec des images fixes de son amour d'enfance à la bande dessinée. Il a illustré Logicomics, qui est apparu en 2008 et qui est devenu ensuite un best-seller. Il est aussi auteur de Démocratie. Ensuite, nous avons Annie Didona, qui est née en Algérie, qui a fait des études d'art graphiste et a travaillé en tant que directrice artistique avant de se lancer dans la bande dessinée. Donc maintenant, nous allons passer à un premier extrait qui va être lu par 2 de mes camarades, donc Fanny et Mathieu, qui vont vous expliquer le passage et comment ça se passe. Donc avant de poser des questions et de rentrer dans l'œuvre, un petit avant-goût de l'œuvre en question. Le micro sur la table. Donc, nous nous situons au début du récit et où nous assistons un dialogue entre Christos et Apostolos, les 2 scénaristes de la BD. Et donc cette scène se passe à Athènes de nos jours. Elle ne te manque jamais, Athènes? Si elle me manque, c'est là que j'ai grandi, même si c'est pas un enfer non plus où je vis. À propos, tu retournes quand à Berkeley? Demain. Alors il ne nous reste qu'aujourd'hui pour t'expliquer la première partie de l'histoire. Franchement, la chose la plus démente que j'ai jamais entendue. Je comprends ta passion pour la quête, mais pourquoi en BD? Une forme parfaite pour les histoires de héros à la poursuite de grands objectifs. Bien sûr,
de Mickey à Bertrand Russell via Superman. Les héros de la quête sont des gens fascinants, passionnés, torturés, en fait des super-héros. Bonne idée de commencer avec Russell, une des grandes stars de l'histoire. Mais ce n'est pas la seule raison de notre choix, il a aussi d'autres facettes. Ah oui, militant, politique, philosophe, homme à femme. Ce n'est pas tout, la complexité de son personnage. Tu sais, la quête des fondements, c'est surtout fascinant pour moi, pour mon travail. Dans mon domaine, la plupart des grandes idées sont nées plus ou moins de ce côté-là. Mais c'est sur les hommes qu'on met l'accent. Leurs idées nous intéressent seulement dans la mesure où elles naissent de leur passion. À propos, j'ai lu l'article de Giancarlo Rota que tu as envoyé sur les taux curieusement élevés de psychose dans la vie des fondateurs de la logique. Ça ne te donne pas à réfléchir, d'autant que, contrairement à une légende populaire, la plupart des autres mathématiciens ne sont pas fous. Alors pourquoi un taux de folie aussi élevé parmi les logiciens, en particulier? Attention, je crois que le cliché « ils sont devenus fous par excès de logique » ne tient pas la route. Alors c'est quoi l'alternative? Devenu logicien par folie? C'est plus près de la vérité si on dit plutôt... Non, ne vends pas encore la mèche. Attends, où sommes-nous? Je ne suis encore jamais passé par là. C'est juste. Henri Miller disait que les vrais Athéniens n'approchent jamais de l'Acropole. C'est ici. Si notre quête est moitié aussi chouette que le studio, aucun problème. Ouvre le chemin, mon gars. Merci. Merci à mes chers collègues. Nous allons ensuite passer au résumé du roman graphique Logicomics à présent. Alors, Logicomics, comme je viens de le préciser, est un roman graphique qui parle des prémices de la logique mathématique. L'un des protagonistes de l'histoire, Bertrand Russell, que l'on suit tout au cours de l'histoire, est un logicien, mathématicien, dans une conférence qui se déroule en 1939 devant les isolationnistes américains qui en fait manifestent pour que l'Amérique ne rentre tout simplement pas en guerre. Et Bertrand Russell justement effectue un flashback sur sa vie qu'il a dévouée à la logique. Et il a dévoué sa vie à la recherche mathématique pour arriver aux axiomes premiers que l'on connaît d'ores et déjà aujourd'hui. Alors pour y parvenir, on s'aperçoit que tout au long de l'histoire, il côtoie des grands penseurs comme Poincaré, Goebbels. Sa pensée en fait se situe entre mathématiques et philosophie. Non, je dis pas Goebbels quand même, ça fait un peu peur, non, c'est plutôt Gödel. Et le roman suit en effet en parallèle l'histoire de Bertrand Russell et la réflexion des auteurs. Nous allons ensuite passer à la diapo de notre auteur ici présent. Bonsoir. Donc je suis à l'Écosse le dessinateur de Logicomics et Annie Didona, mon épouse, qui est la coloriste. Je suis né en Grèce en 1959 et comme beaucoup de dessinateurs, j'ai étudié quelque chose complètement étranger au dessin, l'économie. Mais comme je dessinais depuis mon enfance, après mes études à l'université, j'ai décidé de le faire professionnellement, et en commençant par l'animation. Je vous montre cette diapo parce que je l'ai vue la première fois pendant une discussion avec Apostolos Doxiadis, le principal scénariste de la BD, qui était très intrigué par ce qu'il dit. Le texte, il dit que ça ne peut pas être une coïncidence que quelques logiciens très célèbres du XXe siècle ont trouvé du refuge dans les asiles, ont entré dans les asiles, ils sont tombés dans la folie, au moins pendant une période dans leur vie, comme Cantor, Zermelo, Gödel, Peano.
et Post, pour dire les plus connus. Il a commencé à chercher à partir de cette idée d'Oxyadis, et petit à petit il s'était rendu compte que tout ça, ça peut former une histoire qui impliquerait la quête des fondements, comme ils disent les logiciens entre eux. Et, il est venu nous trouver, on était des amis depuis un moment. Il nous a proposé cette idée de faire une bande dessinée. Nous, on a dit oui, ça tombe bien, c'était le bon moment pour nous, pour faire une bande dessinée, parce qu'on était un petit peu saturé de l'animation avec Annie. Et on a trouvé cette idée géniale. On s'est toujours, bien sûr, posé la question si ça serait quelque chose qui pourrait intéresser quelqu'un pour acheter ces bouquins à la librairie. Mais bon, on s'est jeté dedans parce qu'il y avait toujours cette folie de l'inconnu et d'un sujet qui était plutôt pas ordinaire. Apostolos Doxiadis, comme on a entendu tout à l'heure, il a travaillé bien quelques années avant avec Christos Papadimitriou, qui est un prof de sciences, computer science, un informaticien, oui, à Berkeley. Apostolos lui-même, il avait connu quand il était petit, pendant ses études à Columbia, Kurt Gödel. Il l'avait rencontré en personne. Il était très étonné de voir cette star, si vous voulez. Au fil des années, quelques années avant de nous rencontrer, avec Christos, ils ont décidé de former une histoire. Finalement, c'est Apostolos qui a écrit le scénario. Et Christos, il a offert le titre Logicomics. Et là, on peut voir, ça marche comme ça? Ah oui. Ah oui, d'accord. On peut voir les deux fous qui se sont rencontrés au Montpellier en Grèce pour commencer à mettre en place l'histoire. Ça, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment comme on fait une BD normalement, mais comme on a fait Logicomics. C'est un peu derrière les coulisses de la production. Donc Annie et moi, nous sommes devenus témoins d'un processus extraordinaire. C'était beaucoup comme une présentation d'un storyboard de Disney quand il préparait la production d'un film. Des dizaines de petits papiers avec des notes sur des thèmes de la discussion étaient scotchés sur différents tableaux, plusieurs tableaux. C'est sur toutes les questions, c'était toutes les questions posées sur la période historique couverte par notre BD. Il y en avait des questions scientifiques, des incidents historiques, des informations biographiques, des étapes de l'histoire politique et plein d'autres informations. Apostolos et Christos, ils devaient organiser tout ce matériel dans un ordre logique et surtout narratif. À notre retour à Athènes, Annie et moi, nous avons décidé de tourner en Europe et visiter les lieux où se sont passés les faits clés de l'histoire. On a commencé donc par Paris pour trouver les traces du Congrès international des mathématiciens de l'année 1900. La Tour Eiffel était la nouvelle chose à l'époque, présentée à l'exposition universelle de 1889. Nous avons pris des photos de nombreux lieux où les membres du Congrès se sont rencontrés, pris leur café, parlé, discuté et qui sait même échangé quelques coups de poing.
À Londres, nous avons visité la London Mathematical Society où Bertrand Russell allait souvent. Nous avons parlé avec un professeur de mathématiques là, de notre recherche et de notre projet de bande dessinée. Il était plutôt surpris et excité de voir qu'une telle histoire va se faire en bande dessinée. Et en plus, il y avait un grand respect pour Bertrand Russell. On a pris ensuite le train pour aller à Bletchley Park à la recherche des traces de l'un des pères de la science informatique, d'Alan Turing, et des lieux clés de sa vie. Plus tard, on est allé à Manchester. Bletchley Park, c'était l'endroit où Alan Turing a créé sa grande machine appelée Turing Bomb. Avec cette machine, qu'on peut la voir, elle est immense, il a brisé le code de la machine Enigma des nazis. L'atmosphère du parc de Bletchley restera forte dans nos souvenirs. Il y a énormément de photos, mais on n'a pas le temps de tout voir. Et tout était comme si nous venions de sortir de la guerre. Et à Manchester, nous avons visité l'université où Turing a collaboré avec l'équipe de Freddie Williams, avec un des plus grands ingénieurs de l'après-guerre, pour construire un de ses premiers ordinateurs. Nous étions impressionnés que les gens parlaient avec une telle admiration pour Turing. Et tout ça, c'était très touchant parce que cela a montré que cet homme n'était pas juste un scientifique, c'était un héros pour eux. Et finalement, le personnage de Turing, il n'est pas entré dans l'histoire. Ça serait trop long. On a décidé d'arrêter à la fin des années 30. Après, on a passé par Cambridge, où il y avait tellement de choses à voir, à collecter. Nous avons été au même lieu où le jeune Bertrand Russell, c'est la seule photo qu'on a de lui jeune, a participé à une équipe d'aviron au cours de sa première année. Wittgenstein et beaucoup d'autres personnes qui ont un rôle dans notre histoire ont étudié et enseigné là. À Jena, en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, à la recherche des traces sur la vie de Frege, nous avons voyagé à Jena, donc, qui se trouve quelque part au sud de Berlin. Et nous avons trouvé la maison de Frege, la vieille université de Jena où il a enseigné. Au département de mathématiques de la nouvelle université Jena, un professeur de maths avait le portrait de Frege sur le mur de son bureau. Il était très admirateur. Ensuite, on est passé à Halle, où, à la ville de Halle, les mathématiciens ont Georg Cantor comme un dieu. Nous avons trouvé où il vivait. Ça, c'est ses manuscrits. Nous avons trouvé sa maison. Nous avons trouvé l'hôpital où il a été hospitalisé pendant ces dernières années et où il est mort. Nous avons visité sa tombe couverte d'herbes et de fleurs à Halle. Ensuite, on a pris le train, on est allé à Göttingen. À Göttingen, nous avons visité la maison de Hilbert, David Hilbert. Pardon. Sa tombe, avec sa fameuse citation « Nous devons savoir, nous allons savoir ». On dit ça? Nous allons savoir, oui. Voilà. À l'Institut des mathématiques, il y avait beaucoup de matériel visuellement intéressant pour nous. C'était un local énorme avec cette construction. Et l'impression générale, c'était qu'en Allemagne,
nous avons, toutes les personnes des différentes universités ont été extrêmement accueillants et utiles. Ils nous ont fourni beaucoup de matériel. On est passé à Vienne par la suite. À Vienne, nous avons eu quelques difficultés, mais grâce à la persistance de la détective Annie Didona, nous avons finalement trouvé la place où Kurt Gödel donnait ses cours. Plus tard, au centre de Vienne, nous avons trouvé l'université où Gödel a fait ses études. À l'intérieur de cette université, l'endroit où Moritz Schlick, le fondateur du Cercle de Vienne, a été assassiné par les nazis, est la maison que Wittgenstein a conçue pour sa sœur dans le style de Adolf Loos. Un petit commentaire. Ce voyage a été très important pour nous. Il est indispensable pour un dessinateur de s'immerger dans l'atmosphère de l'œuvre. Et pour présenter les personnages de manière convaincante, il faut s'introduire dans l'esprit du personnage et connaître ses pensées et ses sentiments. À vrai dire, le travail du scénariste et du dessinateur est intéressant seulement s'il est proche à ses personnages. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'était même pas des personnages qu'on dessine, c'est des vrais êtres humains. Quand nous avons retourné à Athènes, nous avons fait le tri de nos photos, guides, dessins et notes. Là, nous devrions commencer à créer les personnages. Apostolos avait préparé, il nous a donné le résumé des exercices grecs, qui est le titre de la première partie de son livre, du livre. Sur cette partie, le narrateur de base est Bertrand Russell. Donc, on a commencé par Russell. On a commencé à croquer, à chercher les personnages de Russell et autour de Bertrand Russell, de Cantor, Hilbert, Whitehead et d'autres. On voit ici une étude pour Wittgenstein. Il nous fallait un style esthétique commun pour les visages, pour les paysages, les accessoires, les couleurs, les rendus finaux. Je peux dire maintenant que cette période est la plus stressante. On est entouré de doutes. On jette 10 et on garde 1. On se demande sans arrêt si on arrivera avec une matière aussi lourde. Nous avons aussi Frege, oui, également croqué Hilbert le passionné, Russell jeune et plus âgé, donc nous avons également croqué Apostolos, nous avions à croquer Apostolos, Christos et nous-mêmes, comme il figure également dans la BD. Nous avons pris beaucoup de photos d'Apostolos et de Christos afin de les étudier. Et croquer ses producteurs et ses scénaristes est toujours un peu dangereux. Il doit y avoir un équilibre fin entre la réalité et leur ego. Donc, je trouve qu'on a trouvé le juste milieu. Et pour vous décrire un petit peu le boulot qu'on avait à faire à ce moment-là, un petit crash course sur comment faire une bande dessinée. En raison du volume du livre, au départ, il devrait être un livre de plus de 500 pages. Heureusement, on n'est pas arrivé là. Et, donc, on a décidé que la page devrait être petite, pas comme un vrai album de bande dessinée.
Le livre devrait avoir des dimensions qui pourraient le rendre pratique à amener avec soi. Sur la partie technique, nous avons décidé de créer d'abord les crayons et procéder sur l'ordinateur avec de l'ancrage. Donc notre studio n'allait pas avoir l'aspect classique avec des milliers de petites bouteilles avec de la couleur, des papiers et des pinceaux partout. Lorsque vous créez une bande dessinée qui, en atteignant aussi la norme de 30 à 50 pages, vous devez faire en sorte que le lecteur se sente à l'aise avec le style graphique. Il faut que ça soit vraiment agréable et lisible. Et ainsi, nous avons décidé d'un style d'image simple avec un contour noir et des aplats de couleurs. Nous n'utilisons pas beaucoup d'effets avec les dégradés, seulement le nécessaire. Personnellement, je déteste les dégradés abusifs. Nous dessinons des ombres semi-transparentes presque partout. Créons aussi une profondeur et un éclairage suggéré. Et nous mettons pas mal l'accent sur les expressions des visages et des corps, et des expressions corporelles. Nos influences sont des comics américains des années 50 et quelques créateurs BD européens comme Loustal, Baru, Larsenet, Caillot, les Jouvray et bien sûr toute l'école belge. Donc, et à la fin, nous faisons tout le lettrage à la main. Nous avons conçu un style de lettres qui peuvent être rapidement écrites et confortables à lire. Vous savez tous que c'est une page de bande dessinée. Le scénario, avec les scénaristes, on a décidé qu'on allait communiquer entre nous en termes de pages, de bandes en anglais. Ça, c'était d'une présentation en anglais que j'avais fait. Row et de panel, qui est la case, la bulle, et on appelle box ou boîte, si vous voulez, la partie du texte qui n'est pas en présent, qui est où le narrateur il est hors champ, la voix off comme on dit dans le cinéma. Des différents types de prises de vue, d'images, pour que les scénaristes nous disent comment il aurait préféré son image. Les plongées, les contre-plongées, les voix off, les POV, les point of view et les effets sonores, soi-disant. On a même des effets de musique. Et donc on a fini par... on a décidé avec notre scénariste que, tu sais, on lui a dit que tu as un sujet plutôt lourd, mais tu dois nous laisser de la place pour faire des images, des dessins. Donc on voudrait que sur chaque case, tu te débrouilles, que le 1/4 c'est occupé par le texte et les 3/4 par l'image, si c'est possible, et qu'on ne va pas faire des talking heads, comme on dit, c'est-à-dire des petits bonhommes avec une grosse bulle qui contient le texte. On a mis un plafond de 25 mots en moyenne par bulle, et il a tout de suite dit oui. Il a écrit tout son scénario avec ces règles. Et nous, on est très reconnaissants. Donc, ici, on voit il note le texte du personnage en bleu et son propre commentaire en noir. Donc, lors de la première lecture du scénario, je compte les mots de chaque phrase pour estimer la taille de la bulle. Nous dessinons
la case seulement après avoir vu où on va placer la bulle. Donc là, on compte bien les mots de chaque bulle. Et une fois qu'on a notre scénario, on fait une analyse et on cherche notre documentation. Nous avons fait la recherche basée sur le scénario en séparant en 3 catégories les personnages, les décors et les accessoires, comme on fait dans le cinéma. Ce matériel est trouvé sur Internet à partir des livres, des films et de notre voyage en Europe. Nous avons donc toutes les images et informations nécessaires pour chaque page unique du script. Voilà une feuille de référence pour la page X. Avant de commencer à illustrer, je laisse quelques jours pour le casting. Les personnages qui apparaissent pour la première fois dans la séquence doivent être conçus avant qu'ils soient en action. C'est-à-dire, oui. Et nous travaillons principalement avec des photos. Je fais une combinaison de nombreuses différentes données. La production, je finis, on n'en a pas pour longtemps, commence avec les... En anglais, ils appellent ça thumbnails, en voulant dire des petits dessins qui sont petits comme des timbres. Mais nous, on les appelle des patates parce que pendant ces croquis, les personnages ont la tête comme dessinée comme une patate. Et ça se fait sur papier à la main. Comme ça, on peut modifier très facilement. Les croquis, le découpage, malgré que le scénario soit hyper, hyper précis, il laisse beaucoup de liberté à l'expression visuelle. Donc, on finit avec une patate, on l'agrandit, on met les textes dedans, on vérifie que le texte ça va. Ensuite, Annie prend cette crowbar et fait une première recherche couleur. Et là, on se met petit à petit à faire le crayon qui est un procédé très lent, parfois une journée et demie pour chaque page. On ajoute les ombres pour créer de la profondeur. On fait l'encre. Cette fois-ci, on l'a fait sur ordinateur avec nos tablettes. Annie avance prend l'encre et met la couleur après sa recherche. Et à la fin, on ajoute les ombres qui sont toutes colorées par endroits. Voilà la production de la BD. Je passe très vite par quelques images qu'on a collectées pour vous, qui montrent différentes ambiances. La plupart de vous, vous avez lu le livre, donc vous avez déjà vu ces images. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous laisse enchaîner. Nous allons du coup
poser quelques questions. Je vais donc inviter Quentin ainsi que Maximilien et Valentin qui ont préparé quelques questions sur la réalisation des textes. Tout d'abord, quel type de difficultés avez-vous rencontré pour ce roman graphique? Par exemple, la documentation, la recherche associée. Écoutez, il y avait pas mal de résistance à ce travail. On était coincé en Grèce, à une ville qui est loin de tous ces événements. Donc on devrait voyager pas mal. Mais ça, c'était pas vraiment une difficulté. Ça finit par être un plaisir, finalement. La difficulté, c'était pour nous, comme on n'avait jamais fait un boulot aussi gros en quantité et en difficulté, on devrait tenir la route pendant très longtemps, ça a duré longtemps, et tout en gardant le même style graphique, la même attitude vis-à-vis de l'interprétation de l'histoire, et nous, le scénariste. Et pour nous, parfois, c'était un peu pénible d'illustrer quelques scènes, si vous voulez, où les personnages comme Hilbert ou autres, ils devenaient quelque part des monstres vis-à-vis de leur personne bien aimée. Et Par rapport à son fils. par rapport à son fils. C'était une scène où Hilbert traite mal son fils. Et il fallait dessiner ça, ça faisait un peu bizarre quand même. Pour rebondir sur la question, vous avez mis combien de temps pour faire cette bande dessinée? Pour les bouquins, écoutez, ni nous, ni le scénariste, nous avions fait ça avant. Et donc on a décidé d'avancer en faisant chapitre par chapitre. Il y avait il y avait un synopsis assez détaillé. Et petit à petit, on faisait par tranche des chapitres. Donc on donnait les dessins au scénariste pour voir comment ça se rend, ce qu'il a écrit finalement. Comment ça s'intériorise par un dessinateur, son écriture. Des patates. On mettait toutes les patates sur le mur, on lisait ça, et après on passait au crayon. Pendant que nous faisions les crayons, il préparait les prochains chapitres. Donc ça a duré longtemps, ça a duré 4 ans et demi à peu près. 4 ans et demi. Oui. C'est le temps de faire une thèse. C'était un peu long, oui. Et au bout d'un moment, oui, ça fatigue un peu. Est-ce que vous aviez un éditeur à la base ou vous avez cherché l'éditeur après? On avait un éditeur qui a été... on a eu un éditeur très, très accueillant à l'idée au départ. C'était la maison Bloomsbury aux États-Unis. C'était drôle parce que c'était le seul éditeur qui a dit oui au projet après un rejet, après je ne sais pas combien de rejets, on a eu 20 rejets par des maisons, des bandes dessinées, des scientifiques, fiction, non-fiction, etc. Parce qu'ils ne savaient pas où exactement caser ce truc. Et Bloomsbury, ils ont dit ok, on le prend. Et ensuite, c'est grâce à leur distribution. Quel type d'éditeur? C'est un éditeur généraliste? C'est un éditeur généraliste, oui. Ils ont décidé de prendre les risques, si vous voulez. Oui, finalement. Oui, parce que c'était un gros bouquin. Coûteux. Oui. Du coup, le succès d'économie, et du coup, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, Economics et Logicomics, mais peut-être ça a aidé, non? Economics, c'est une BD que je crois qu'elle a été faite bien après. Ah, après, d'accord. Bien après. Du coup, c'est l'inverse. Alors, vous avez... C'est l'inverse, oui. Oui, après Logicomics, il y a eu plusieurs bouquins, si vous voulez.
hybride. De vulgarisation de concepts que les éditeurs ils ont pensé que ça serait bien de coller le X à la fin. Et il y en a qui sont très bons, je trouve. Et il y en a que je ne connais pas bien, je n'ai pas tout lu. Pourquoi le livre est-il considéré comme un roman graphique et non pas comme une bande dessinée? Quelle différence et quelles caractéristiques pour les non-initiés? Bonne question. Un roman graphique, c'est une bande dessinée. Ok. Un webtoon, c'est une bande dessinée aussi. Un webcomic, c'est une bande dessinée. Un manga, c'est une bande dessinée aussi. Mais je pense que quand on dit roman graphique, on veut dire un narratif en bande dessinée qui dépasse les standards des albums des 50-60 pages, qui était jusqu'au milieu des années 90, un standard, plus ou moins. Et petit à petit, les histoires, ils ont commencé à faire 100 pages, 150 pages, etc. Et avoir une intrigue beaucoup plus importante aussi, qui rassemble un roman, parce que les romans, il a une intrigue, beaucoup de personnages, une intrigue assez importante. Et les éditeurs, ils ont adopté ce titre, roman graphique, graphic novel, pour des raisons de marketing, je crois. Surtout. Si je peux, le roman graphique, en fait, il a une origine d'abord américaine. Il y a un auteur qui est célèbre, qui est Will Eisner, Will Eisner, qui a donné son nom, on a repris son nom pour les Eisner Awards aux États-Unis, qui sont l'équivalent de tous les types de awards aux États-Unis, notamment ceux qu'on connaît, c'est ceux du cinéma, mais pour la bande dessinée. Et c'est en 1978 que Eisner a publié un livre que lui-même a nommé graphic novel, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que sur c'est Contract with God, et le titre du livre, et donc il a demandé à ce que sur la couverture du livre, ce livre soit étiqueté comme un graphic novel. Donc c'était aussi une manière pour lui de marquer la possibilité de faire un certain type de bande dessinée, et une bande dessinée notamment, comme vous disiez, effectivement, qui va reposer sur des scénarios qui sont peut-être plus complexes que les scénarios habituels, qui vont se développer sur un nombre de pages qui est plus important que le nombre de pages habituelles, et avec un sujet qui est souvent plus sérieux, plus difficile, comme vous le voyez ici, là, la quête des fondements logiques des mathématiques, c'est pas évident a priori comme sujet à traiter en bande dessinée ou en roman en général d'ailleurs, alors qu'il y a effectivement une véritable histoire parce qu'il y a une vraie quête. Ensuite, le roman graphique, il a aussi alors ça c'était pour le monde anglo-saxon, et pour le monde français, il y a une origine qui remonte à une revue qui s'appelait À Suivre, qui est une revue qui est apparue à la fin des années 70, et qui a publié des gens extraordinaires pour la bande dessinée française, comme donc les gens comme Schuiten et Peters qui ont fait Les Cités Obscures, des gens comme Tardy, des gens peut-être moins connus comme Auclair, etc. Et qui ont fait alors, de la bande dessinée sur le long cours. Alors souvent, ces bandes dessinées qui faisaient, au final, quand elles étaient publiées sous la forme d'album, 100, 120, 150 pages, étaient publiées dans cette revue par chapitre. Et la revue, elle permettait, c'était une revue qui était publiée par Kesterman, elle permettait justement cette publication sur le long cours. Et ça, c'était assez exceptionnel, c'était nouveau dans la bande dessinée, cette possibilité de développer des histoires très longues dans le domaine de la bande dessinée. C'est vrai qu'il y a des antécédents d'une certaine manière, mais ils sont invisibles. Il y a certaines histoires d'Hergé qui sont en 2 volets. Et lorsque vous prenez les 2 volets, vous prenez par exemple Objectif Lune et On a marché sur la Lune, ça fait 2 fois 62 pages, ça fait 124 pages. On est déjà dans un format long, mais qui ne se dit pas, qui ne s'avoue pas, parce qu'à l'époque on ne peut pas le faire. C'était dans les années 50, on est en 53, 54 quand Hergé fait ça. Donc ça a existé, il y a eu des antécédents en français ailleurs. Mais c'est vrai que l'idée d'assumer complètement par les éditeurs et par les auteurs aussi,
des formats longs, ça émerge dans les années 70, vous voyez, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Après, il y a eu des gens comme Jean-Christophe Menu, qui est l'un des fondateurs de l'éditeur L'Association, qui a milité contre ce qu'il appelle le 48 CC, 48 pages cartonnées couleurs, qui est, comme vous le disiez, le canon un peu de base de l'album de bande dessinée franco-belge. Vous voyez Astérix, voilà, c'est typiquement 48 CC, 48 pages, cartonnées couleurs. Après, il peut y avoir des variations, les Tintins font plutôt 62 pages, mais la plupart des productions du Lombard, de Dargaud ou de Dupuis sont sur ce format-là. Et je veux dire, c'est ce qu'on appelle une BD, justement. C'est typiquement ce qu'on appelle une BD. Vous voyez ce type d'album qu'on voit là-bas au fond, voilà, c'est 48 CC, c'est typiquement ce qu'on appelle une BD, parce que quand vous la voyez, vous dites c'est une BD. Et vous dites même pas c'est un livre. C'est une BD, pourtant c'est un livre comme n'importe quel autre livre d'une certaine manière, mais pas tout à fait. Alors l'idée de Menu, c'était de militer pour développer des livres, alors qui coûtent moins cher parce qu'ils sont édités en noir et blanc, qui peuvent être imprimés accessoirement par des éditeurs qui ne sont pas forcément hyper spécialisés, parce que pour imprimer ce type de livres, là il faut des imprimeurs spécialisés pour faire ça. C'est pas un imprimeur classique qui fait des livres, des romans par exemple, qui peut faire ça. Donc il faut des machines spéciales, etc. Et puis, donc Menu, il a milité pour développer un autre type de bande dessinée, avec donc d'autres sujets, une pagination plus longue, et des formats qui ressemblent étrangement au format de n'importe quel roman. Et donc une large partie de la production de cet éditeur, l'association, qui est un éditeur associatif qui a regroupé tout un ensemble de dessinateurs, de scénaristes, spécialistes de la bande dessinée, oui c'est ça, l'association, voilà, et qui donc a développé ce type de livre qui était une alternative au 48 CC, et donc un des fondateurs en France justement de ce développement du graphic novel ou du roman graphique en français. Donc bon, à part ça, si vous voulez, le roman graphique, c'est de la bande dessinée quand même. Alors il y a une espèce de racisme intellectuel aussi implicite là-dedans, c'est-à-dire que quand c'est de l'album et de la bande dessinée classique, c'est de la BD. Mais alors dès que c'est intéressant, intelligent, avec un scénario travaillé, poussé, on ne peut plus vraiment dire, on ne pourrait plus, ou ce ne serait pas suffisant de dire que c'est de la BD. Alors on invente un nouveau mot aussi pour qualifier les choses et les légitimer, parce que c'est une question de légitimation sociale aussi, hein, vraiment une question de sociologie, pour dire que c'est du roman graphique. Et à partir de ce moment-là, vous avez des gens qui, d'une certaine manière, n'osent pas, ne veulent pas être vus en train de lire une bande dessinée, une BD, s'autorisent à lire un roman graphique. Alors le parangon du roman graphique, c'est le travail de Spiegelman, Mauss, alors qui est effectivement extraordinaire et qui mérite toutes les louanges qu'on a pu en faire dans le monde entier. Mais lire Spiegelman, lire Mauss, c'est la première bande dessinée qui a eu le prix Pulitzer, ça c'est bien. Ça c'est positif, c'est valorisant socialement. Alors que lire Gaston, c'est sympa, on rigole, en fait tout le monde le dit, hein, mais personne ne veut l'avouer. Parce qu'on dit, mais ça fait moins bien. Donc il ne faut pas être vu si vous êtes professeur d'université, prof, quelque part, en train de lire, si Gaston, quand maintenant ça passe, mais de la BD tout simplement, ah non, c'est pas très très bien. Alors que si vous lisez un roman graphique, ça c'est très bien. Et voilà, il y a quand même cette dimension qui est une dimension sociologique qui est liée à cette étiquette roman graphique, au-delà du fait qu'il y a des différences formelles qui sont indubitables, qui est à prendre en compte aussi. Ça, je crois qu'il faut l'analyser sur ces deux angles, c'est à la fois des objets qui sont différents, parce qu'on a envie de dire des choses à travers un type d'objet, d'une certaine manière, avec une ambition éditoriale, et c'est légitime, mais en même temps, n'oublions pas que quelque part, pour les gens qui le font, et puis pour les gens qui le lisent, c'est aussi l'occasion, là, avec une analyse plus sociologique, de se positionner en lecteur potentiel de quelque chose qui est valorisant, valorisant, et qui est qualifiant, quoi, et non pas disqualifiant. Vous voyez, lire une BD, c'est souvent un peu disqualifiant. Ouais, c'est pour les imbéciles, mais ils ne savent pas lire. Puis c'est pour les enfants. Vous voyez, c'est complètement idiot comme réflexion, parce que quand vous lisez le Spirou de Franquin, c'est peut-être pour les enfants, mais pas seulement. Vous pouvez les lire, c'est extraordinaire. Il y a une réflexion politique dans le Spirou de Franquin
vraiment très poussé et qui est assez extraordinaire. Quand vous lisez Gaston, il y a des gens qui font de la philosophie sur Gaston, et effectivement, on peut, à partir de Gaston, faire de la philosophie, on peut faire de la sociologie, on peut faire des sciences de l'infocom, je l'ai fait moi-même, j'ai écrit un certain nombre de choses sur et à partir de Gaston, et on peut faire de la théorie aussi à partir de Gaston, et là ça devient extraordinaire parce que ça montre toute la richesse de la bande dessinée aussi. Merci pour la mise au point sur roman graphique et bande dessinée. On enchaîne peut-être sur les questions. Bonjour. L'ouvrage est-il une biographie du professeur Bertrand Russell ou cherche-t-il à montrer comment il a découvert les fondements de la logique ou un entre-deux? Disons que Russell, c'est la seule personne dans cette histoire qui a connu tous les gens impliqués dans cette histoire. Il est le seul d'avoir vécu ça du début jusqu'à la fin. Et comme il était un activiste et quelqu'un de passionné de son époque, et il était bien impliqué dans l'activisme et les mouvements historiques de l'époque, ça nous donnait un très bon fond. Donc on a choisi lui comme notre, si vous voulez, notre fil directeur. En plus, je crois qu'il était le plus éloquent de tous ceux-là. La plupart de ces gens-là, vous savez, les mathématiciens, ils partent le matin, ils vont dans leur chambre, ils reviennent le soir, ils n'ont jamais parlé à personne, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, etc. Tous les mathématiciens, surtout les logiciens, ils sont tous plus ou moins comme ça. C'est comme des programmateurs aujourd'hui. Un écran, un papier, un crayon, c'est fini. Donc, mais Russell, il a beaucoup parlé de cette histoire. Mais on ne peut pas dire que c'est une biographie parce qu'on a omis des grosses parties de sa vie personnelle. On a gardé juste une allusion à son frère, qui a son histoire de la famille. Et surtout, c'est pendant sa période comme son enfance qu'il a marqué pas mal au niveau de sa recherche. Oui, ça serait trop de dire que c'est une biographie de Russell. Merci beaucoup. Il me reste toutefois une petite question. En combien de temps, par exemple, une page vous prend à dessiner pour votre BD Logique Comics? Écoutez, la page, comme vous l'avez vu, elle s'est faite à plusieurs étapes. Une fois que le scénario est fait, et je vous dis ça parce que nous, les dessinateurs, nous avons le luxe, si vous voulez, d'avoir un scénario fini devant nous. Ce qui est avant, c'est le Moyen-Âge du scénario, et c'est la vie torturée du scénariste pour arriver à faire quelque chose qui est aussi précis, etc. Et à partir du moment où le scénario est fait, nous avons besoin dans ce type de bande dessinée, nous avons besoin d'une demi-journée pour la patate, pour les croquis, pour le découpage, une journée et demie pour le crayon, et une journée pour l'ancrage et une journée pour la couleur. Et il faut grosso modo 4 jours pour chaque page en pleine production, si chaque étape s'est fait l'un après l'autre. Il y a, comme vous le savez, il y a énormément de bandes dessinées actuellement où quelqu'un fait le crayon, il passe à quelqu'un d'autre qui fait l'encre, après il y a un coloriste qui arrive tout de suite après. Mais ce n'était pas tout à fait notre cas. À présent, nous allons vous demander si, par exemple, le public a quelque chose à préciser, si vous avez quelques questions. Je parle pas
Voilà. Alors, déjà, je vais vous dire, je lis beaucoup de mangas japonais et je suis habitué à que le manga soit en noir et blanc, jamais en couleur, que ce soit même sur format internet. Et vous, quand j'ai vu votre BD, j'ai vu que c'était beaucoup travaillé la couleur. Et je sais que justement, imprimer en couleur, c'est un peu plus cher que d'imprimer en noir et blanc. Donc est-ce que ça vous a dérangé plus que ça que de travailler la couleur en imprimant, en sachant que ça allait coûter plus cher, donc il y aurait moins de tirage, plutôt que de favoriser le fait que plus de gens la lisent et qu'il y ait plus de tirages, si ça sera en noir et blanc du coup? Écoutez, oui, c'est plus cher, mais c'était un bouquin, on avait un bouquin à faire, on n'avait pas une série à faire. Donc on s'était dit que il vaut mieux s'investir à fond dans la couleur pour utiliser tous les moyens possibles. Et maintenant que vous dites ça, je pense que la BD aurait pu très bien être en noir et blanc. Elle serait aussi, si vous voulez, efficace au niveau de la transmission des idées. Mais c'est vrai que la couleur rend la chose beaucoup plus attractive, et la couleur c'est un outil de concentrer l'attention du spectateur émotionnellement sur certains points et créer des ambiances, chose qui aide à rendre la matière beaucoup plus lisible, si vous voulez, en séparant les séquences, en séparant les lieux et tout. N'oubliez pas que le manga c'est fait par presque une façon industrielle, si on peut dire. Et c'est assez, comment dire, consommable. Comment dire. C'est beaucoup plus ancré dans le quotidien qu'un bouquin qui tu peux le mettre dans ton... Oui. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les mangas. Mais tous les mangas en couleur que j'ai vus, c'était inspiré par des grands peintres des années 30 japonais. Et ils sont très beaux, très fins, en tout cas. Et il y a beaucoup d'éditeurs français actuellement qui éditent les mangas en couleur. Pascal Robert faisait remarquer qu'on était justement devant la lignée de collection de mangas de oui. On a quelques exemples effectivement de mise en couleur qui sont très marquantes. Vous vouliez poser une question avant qu'on enchaîne sur... Oui, moi je veux bien poser une voire plusieurs questions éventuellement. Oui, non, mais bon, j'en pose une et puis après vous pouvez... Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire, je vais dire, pour utiliser un des mots de Russell, de faire une bande dessinée autoréférentielle, c'est-à-dire une bande dessinée dans laquelle vous vous retrouvez vous-même. Est-ce que vous auriez pu faire un scénario qui soit cette quête, mais je veux dire, vu de l'extérieur, c'est que vous soyez impliqué, parce qu'on vous voit dans la bande dessinée. Donc vous êtes à l'intérieur de la bande dessinée que vous faites, ce qui n'est pas obligatoire. Mais c'est intéressant que vous soyez dans la bande dessinée que vous êtes en train de faire. Et donc pourquoi ce besoin de vous mettre en scène dans la fabrication de cette bande dessinée? Est-ce qu'il y a une sorte de volonté d'expliquer ce que vous faites en vous disant si on le donne simplement à voir tel que c'est, ça sera trop difficile à comprendre, donc il faut essayer de montrer comment on fabrique la bande dessinée à l'intérieur de la bande dessinée elle-même? C'était surtout pour, quand vous dites de jeter de la lumière sur plusieurs aspects en faisant cet oignon, comme on dit, avec plusieurs couches. En fait, on a trois couches. Russell, dans son discours, cet après-midi-là, en 1939, on a la biographie de Russell, enfin l'histoire qu'il raconte, et on a aussi les gens qui font la BD qui commentent les deux premières couches. C'était une très bonne occasion de commenter sans définir et de jeter de la lumière sur certains aspects de l'histoire sans expliquer vraiment. Mais c'est poser plus de questions
que donner des réponses. Et ça colle aussi, et ça il vaut mieux demander les scénaristes vraiment, ça colle aussi avec le problème autoréférentiel qu'il y a cette aventure de fondement, de la quête des fondements. N'oublions pas que Gödel a prouvé qu'avec de la mathématique, que rien n'est possible d'être prouvé absolument avec les règles d'un système. Qu'il faut toujours des règles qui viennent de l'extérieur pour expliquer quelque chose. Et ça finit jamais. Et ça crée une espèce de forme autoréférentielle à chaque problème. Apparemment, les scénaristes, ils ont été aidés beaucoup par ça. C'est le concept, si vous voulez. Non, mais c'est intéressant de voir qu'on a un des concepts importants, justement, des bouquins, et se retrouve aussi mis en scène. Enfin, c'est un des outils de mise en scène et de fabrication, de conception du livre, quoi. Il y avait un moment où les scénaristes, les deux scénaristes et nous, on s'était posé beaucoup de questions pendant que les scénaristes faisaient. Qu'est-ce qu'on met en avant? Les théories discutées ou les vies des gens? Et il y avait Papadimitriou, les scientifiques, qui disaient les théories, bien sûr, tu ne peux pas faire une biographie d'un peintre sans montrer ses peintures. Et l'autre disait oui, mais ces théories sont bien en relation avec ses états d'âme, ses aventures, et il a quand même un chemin, ce bonhomme qui vit cette histoire. Donc il faut trouver un équilibre. Et nous, surtout moi, que je faisais le simplet dans l'histoire, et on arrivait, on disait mais on ne comprend pas, expliquez-nous comment ça se fait. Et comme ça, petit à petit, ça a donné des coups pour avancer dans cette recherche. Du coup, vous avez partiellement répondu à ma première question qui aurait été comment est-ce que vous arrivez à écrire des maths sans être mathématicien, parce qu'il y a beaucoup de passages où j'avais l'impression qu'il fallait une connaissance assez fine des mathématiques pour pouvoir réellement les décrire. Si j'ai bien compris, c'est votre ami, c'est le scientifique de la bande qui vous explique au fur et à mesure. Écoutez, tous les deux, ils ont étudié la mathématique, tous les deux. Simplement, le prof, il est devenu prof et tout. L'autre, il a abandonné. Il a fait ses études. Il a fait un doctorat, je crois. Et après, il a arrêté. Donc, tous les deux, ils étaient à fond dans leur truc. Ils savaient de quoi ils parlent. Mais, je crois que ce qui est intéressant avec ces bouquins, c'est que, justement, il n'explique pas la mathématique. Mais il jette quelques, comment dire ça, quelques éclairages sur certains points très critiques de la pensée des mathématiciens, qui, nous, les gens qui connaissent pas la mathématique, on se rend compte quelle est la taille de leur métier, si vous voulez, leur responsabilité, quelque part. Et, dès le départ, on avait dit qu'on ne va pas faire une bande dessinée la mathématique, philosophie pour des idiots. On ne voulait pas expliquer, vulgariser, si vous voulez, la mathématique, mais parler plus de l'histoire. Mais comme il y avait tous ces protagonistes dedans, il fallait quand même creuser pour rendre la chose un peu plus précise. Il y a une deuxième question? Oui. Il y a des passages dans le livre où, historiquement, c'est pas tout à fait exact. Et je me suis demandé comment est-ce que vous arriviez à faire le compromis entre je veux tout expliquer, mais les choses ne se passent pas au même moment, donc on va faire comme si. Écoutez, je vous donne un exemple. Si on fait une biographie de vous, à partir de la première seconde que vous êtes né jusqu'à maintenant, on va faire un livre, une énorme bibliothèque qui a tout le détail dedans. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait une biographie?
on élimine énormément de choses. On élimine là où le personnage il va faire pipi, caca, manger, dormir, à moins que c'est très important pour l'histoire. On élimine une pensée qu'il a eue pendant un moment où il s'est levé la nuit et il a dit oh, j'ai mis où les clés. On ne met pas ça, ok. Alors, on élimine énormément de choses. Ça fait, si vous voulez, le 80% de notre vie qu'on élimine. Le reste qui nous intéresse, il nous intéresse parce qu'il a un sens. Et parfois, par exemple, Russell, il a eu plusieurs femmes. On a éliminé ça parce que ça ne donnait pas quelque chose à l'idée centrale de l'histoire. Ok, ça pourrait rendre un personnage plus rigolo, plus un aventurier, etc. Mais finalement, ça n'aurait pas ajouté quelque chose. On a fait aussi quelque chose qui se fait dans la biographie. On a utilisé beaucoup les techniques de la biographie et mettre ensemble des événements qui n'ont jamais eu lieu ensemble. Ross, il n'est jamais allé voir Frege chez lui, en Allemagne. Ils ont tout échangé ça par correspondance. Mais finalement, si vous voulez faire une pièce de théâtre avec les deux qui discutent, qu'est-ce que vous allez faire, les deux bonhommes? Écrire des lettres? Non. Vous allez les remettre à parler entre eux, s'engueuler et tout. Ok. Tension et tout, et tout, et tout. Et comme ça, cette histoire prend un sens. Et donc, on a éliminé, on a condensé, on a agrandi quelques moments pour arriver à ces résultats-là, grâce à la technique standard de la biographie. Pourquoi vous avez choisi un style de dessin simple pour un sujet qui ne l'est pas et qui demande de la réflexion quand on le lit? Pour vous dire la vérité, moi je ne pouvais pas dessiner autrement à l'époque. Mais j'ai travaillé pendant 20 ans à l'animation 2D, comme c'était à l'époque, qui est encore un petit peu encore aujourd'hui. On dessine des contours. On met des aplats et voilà, on est bon. Mais ça nous a fait du bien finalement parce que quand il s'agit d'un pavé comme ça, on a besoin d'avoir une image devant ses yeux simple, contrastée, lisible. Nous, on a eu la chance d'avoir, si vous voulez, ce style graphique dès le départ qui a rendu la BD assez claire, la ligne claire, comme on dit, dans le milieu de la BD. Mais voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. Nous allons ensuite procéder à la lecture de deux de nos collègues qui sont Julien et Chamesedine. Un autre extrait de la bande dessinée pour vous donner un aperçu pour ceux qui l'auraient lu il y a longtemps. J'introduis un peu. Alors on est juste après l'entracte. C'est un dialogue entre les deux auteurs qui argumentent justement ce qu'il disait le monsieur là. À l'Écosse. À l'Écosse. Justement, quand vous argumentez sur le fond entre les personnages, ou sinon il fallait parler des maths. Donc là, c'est les deux auteurs dont on a présenté un premier dialogue qui argumentent en marchant dans les rues d'Athènes. Ok, supposons que j'accepte ton point de vue sur la quête. Mais c'est quoi le fond du problème? Le fond du problème? Bon, si la quête des fondements est, comme tu le sous-entends, une sorte de tragédie spirituelle, il doit y avoir une morale.
Selon Aristote, l'action d'une tragédie est complète en soi. Pour une morale, il te faut une fin. Mais notre histoire n'est pas encore finie. Ok, alors en ce cas, où conduit-elle? Ce n'est pas seulement la destination finale qui importe, c'est le chemin. Le sens est dans chaque tournant, que prennent les héros, chaque arrêt, chaque cul-de-sac. En un sens, la quête des fondements est une odyssée inachevée. Ah oui, avec la certitude logique dans le rôle d'Ithaque. Je dois dire aussi que je ne suis pas très à l'aise avec le thème de la logique fille de la folie, qui ne cesse d'affleurer, même s'il est intéressant d'examiner aussi ce côté des choses. Je crois que c'est le sujet central. Et pourquoi ça? Écoute, oublie un instant que ce sont des personnages historiques voués à construire les fondements des mathématiques et pense à la quête comme une fiction. En tant qu'écrivain, tu dirais qu'elle est plus motivée par les personnages ou par l'action? Un peu les deux, je crois. Pour moi, 100% des personnages. Pas simplement leurs actions, mais leurs idées viennent de là. Seuls des hommes comme eux pouvaient les penser. Tu veux dire que s'ils n'étaient pas plus ou moins névrosés, ils n'auraient pas la passion et la persistance nécessaires pour créer la logique? Ou que les idées elles-mêmes ont été inspirées par la névrose? Tu te souviens de la réponse de Berthier à Eric sur 1 + 1 = 2 en 362 pages? Ouais, il a dit un truc du genre le prix à payer pour la certitude absolue. Je crois que des personnages moins torturés auraient pensé que ça n'en valait pas la peine. Ok, ça commence à prendre corps, mais laisse-moi réfléchir un instant. Et si vous insistiez trop sur le côté folie? Après tout, il y a beaucoup de psychotiques, mais juste... Et là, ils sont... Merci. Merci, donc maintenant on va passer à d'autres questions qui ont été préparées par Thomas, Louis et une de Régis. Ensuite nous laisserons Paul aussi qui a des... Comme nous on a déjà bossé pas mal, on va en passer une seule et après on laissera le public et Pascal Robert en poser quelques-unes également. Oui. Donc un des trois personnes qui est citée, la question que vous souhaitez poser. Bonsoir. Donc dans les BD grand public actuels, les scientifiques ont souvent été caricaturés. Si on prend par exemple du professeur Tournesol dans Tintin ou dans les savants fous des comics Marvel. Vous avez choisi une tournure totalement différente. Est-ce la raison pour avoir présenté la vie de Russell dans votre roman graphique? J'ai pas compris votre question. On va dire que vous, dans votre BD, le scientifique, il est mis en valeur, il est légitime. Alors que dans les BD actuelles, par exemple Tintin ou les Marvel, ils sont vraiment caricaturés. Écoutez, l'affaire du style graphique de cette BD, c'est assez complexe quelque part parce que on n'a pas voulu caricaturer des scientifiques, ni personne, même pas ni nous, ni personne. Mais il y a des moments là-dedans, dans l'histoire, où les gens ils sont ridicules, les gens ils deviennent des clowns, les gens ils souffrent, ils pleurent, ils sont fatigués, ils s'engueulent, ils se donnent des coups de poing et tout. Et tout ça, ça crée finalement quelque chose qui est pas tout à fait caricatural, mais pas tout à fait réaliste, parce que moi, j'aime pas trop la bande dessinée réaliste strictement dite, si vous voulez. Il y a toujours quelque chose qui pourrait rendre les choses un peu plus doux, plus sympa, plus rigolo quelque part. Mais on n'est pas du tout parti sur le principe que les scientifiques ils sont tous des tournesols. Et que les autres c'est des Tintins. Mais on a eu pas mal de hot dogs dedans. Quand même. Il y a Milou, oui, il y a Milou. Il s'appelle Manga, mais ça a Il s'appelle Mangas. Mangas qui veut dire voyou en grec. C'est un vrai chien qui nous a quittés il y a quelques années. Le chien d'Apostolos qui était tout le temps avec nous. Un fox terrier, c'était quoi? Très bien, merci.
est-ce que quelqu'un du public, ou même, par exemple, Paul, il me semble que tu as une ou deux questions à poser. Je vais te laisser. Bonsoir. Aujourd'hui, je voulais poser deux, trois petites questions à Monsieur Robert, donc spécialiste de la bande dessinée. Je voulais poser des questions. Je vais poser des questions à mon voisin parce qu'il est là. Donc... Oui, mais bon, je vais me dire donc. Je vais poser des questions sur la bande dessinée, notamment la bande dessinée scientifique. D'un point de vue académique, est-ce que l'analyse d'une BD scientifique, est-ce que l'approche de l'analyse d'une BD scientifique diffère de l'approche d'une BD normale, on va dire, ou oui. La question c'est qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée en fait dite scientifique? Ça c'est pas une bande dessinée scientifique, hein. Enfin je pense pas que vous le revendiquez comme tel. C'est une bande dessinée sur une quête. Le mot quête il est intéressant justement, le fait que ça soit employé dans la bande dessinée. C'est une manière pour la bande dessinée de parler de la manière dont on peut quitter la question fondamentale qui est celle de la recherche des fondements logiques des mathématiques. Et là, l'idée qu'il y ait une quête, ça veut dire qu'il y a une histoire. C'est-à-dire comme dans n'importe quelle histoire, il y a une quête. Je veux dire, vous reprenez les histoires très classiques, que ce soit la mythologie ou les contes, légendes, il y a toujours une quête, on cherche quelque chose, quoi. Et il y a toujours des gens qui cherchent quelque chose, et puis ils vont trouver des alliés, ça va être des hommes, ça va être des armes, ça va être des quilles, ça va être des cœurs. Regardez les jeux vidéo, ils ont complètement récupéré ces structures narratives-là pour construire leur propre mode de fonctionnement. Et là, l'idée, donc, qu'il y a une quête, ça veut dire que c'est pas une bande dessinée, justement, c'était très bien dit tout à l'heure, de vulgarisation scientifique, il n'y a pas cette ambition-là. En revanche, il y a ce qui est un peu implicite, mais que ça affleure de manière quand même assez nette, c'est, moi je le vois comme une bande dessinée, plutôt une science qu'il y a, c'est une sorte de regard sociologique et psychosociologique sur la fabrication de la science. Et alors on peut faire, par exemple, une bande dessinée, c'était l'année passée, on avait invité un auteur qui faisait un travail sur la fabrique de la science, mais c'était de la biologie, c'était à la paillasse, quoi. C'est vraiment dans un labo comment ça marche, comment on fait de la biologie concrètement. C'était intéressant, elle mettait ça en scène aussi, mais les mathématiciens, les logiciels, comment ils travaillent, on n'en sait rien en définitive. Sauf si on est soi-même mathématicien, logicien, mais après tout, des gens de ce niveau-là, ceux-là en tout cas, ils ne courent pas les rues, donc on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met en scène, alors effectivement, apparemment, il y a aussi certains montages, mais on met en scène cette sociologie en fait de la science, et voir qu'ils se rencontrent dans des congrès, ils discutent entre eux, ils arrivent à nouer des amitiés. Russell et Whitehead, on les voit travailler ensemble. Alors on sait qu'ils ont écrit les Principia mathématiques ensemble, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé, on n'en sait rien. Là, on les voit travailler ensemble. Est-ce qu'ils s'installent vraiment chez Whitehead à un moment donné? Je ne sais pas historiquement. Voilà, bon, en tout cas, on peut le supposer. On voit Russell. La question que je me posais, moi, c'est est-ce que Russell a vraiment fait cette conférence-là et sur un mode aussi vaste dans lequel il raconte sa vie, ou ça c'est une fiction, cette conférence-là? Cette conférence. Elle a eu lieu, je pense. Elle a eu lieu, mais il racontait pas sa vie. Ouais, pas comme ça. Elle a eu lieu. Voilà, d'accord. Non, c'était pas aussi. Ouais, non. D'accord, pas aussi. Etc. Bon, ça c'est un fil conducteur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment des gens font la science aussi quelque part. Excusez-moi. Oui. Il était contre les isolationnistes. Il a essayé de les convaincre parce que pendant la Première Guerre mondiale, il était pour l'abstention. Oui. Et la Deuxième Guerre mondiale, il a dit non, cette fois-ci. Oui, il faut y aller parce qu'il y a des nazis, quoi. Et qu'à un moment donné, face à ces gens-là, quand même, il faut rester isolationniste, c'est pas possible. Il faut choisir. Enfin, il n'y a même pas à choisir, il faut y aller, quoi. C'est tout. Et donc, moi, je vois ce travail comme une sorte d'apport. Alors avec une partie un peu romancée, mais à une sorte de sociologie en bande dessinée, et psychosociologie en bande dessinée de la science. Et moi, ça m'a fait penser à un travail qui est différent, mais qui est intéressant sur la guerre. C'est le travail, je ne sais pas si vous le connaissez, le travail de Van der Meulen sur Fritz Haber. Fritz Haber, c'était un chimiste allemand qui vit avec
une sorte d'ironie assez terrible, qui était juif et qui a participé à la mise au point des gaz moutarde et de la formule chimique de base qui ensuite sera utilisée par les nazis dans leur tentative d'extermination des juifs. Donc vous avez un juif qui participe à travers ses recherches en matière de chimie à créer ces gaz qui vont être ensuite utilisés, des dérivés qui vont être utilisés par les nazis. Donc c'est une vie qui d'une ironie, mais au sens mordant et négatif du terme, qui est assez invraisemblable. Et Van der Meulen a fait une série de 4 volumes pour le moment sur une biographie un peu entrecroisée, un peu comme vous faites, à partir il faut que vous le lisiez, en plus graphiquement c'est assez exceptionnel. Donc une sorte de biographie entrecroisée entre la vie de Fritz Haber, mais aussi un certain nombre d'autres savants juifs de l'époque, dont Einstein, et aussi quelqu'un qui n'était pas un savant, mais qui avait une formation scientifique poussée, qui était Walter Rathenau et qui était le patron de l'AEG, et puis Weizmann, qui était lui-même chimiste, mais du côté des Anglais, et qui a d'ailleurs inventé le même type de produits chimiques pour répondre à l'invention de Haber côté allemand pendant la Première Guerre mondiale. Là, on est au moment de la Première Guerre mondiale. Et ce que fait Van der Meulen, c'est qu'à partir de la figure de Haber, il vous montre le savant, juif au moment de cette guerre-là. Il vous montre aussi toute la fabrique au fond de la guerre, mais pas dans les tranchées. On ne voit pas les gens dans les tranchées, mais on voit dans les ministères. On voit les gens les militaires, on voit les hommes politiques qui font cette commande-là. On voit aussi la réticence qu'il y a face au fait qu'il soit un savant, certes fort brillant, mais juif. Et donc on voit effectivement, et là, donc on voit toutes ces choses-là, mais on voit que la bande dessinée, elle est capable de mettre en scène une véritable sociologie de la fabrication de la science. Comme ici, alors avec un chimiste, et avec des questions politiques derrière. Comme ici, on a une mise en scène sociopolitique de la fabrication de la science avec quelqu'un qui est à la fois un mathématicien, un logicien, un philosophe aussi, parce que la différence entre Seul et les autres, c'est quand même qu'il est philosophe. Et donc effectivement, il y a cette capacité à s'exprimer qui est différente. C'est-à-dire, c'est pas un Gödel, c'est pas un Cantor, etc. Donc c'est quelqu'un qui a aussi la maîtrise du corpus philosophique, mais qui en même temps a effectivement cette maîtrise de la logique et participe à la construction de la logique au début du XXe siècle, et cette maîtrise des mathématiques. C'est quand même un esprit absolument exceptionnel, quoi. Et en plus, il est lord, donc c'est encore plus exceptionnel. Mais il faut quand même se rendre compte de l'esprit, de l'intelligence que ça peut être, quoi, ce type-là, quoi. Et là, on le voit mis en scène dans ses relations avec cet ensemble de logiciens, de mathématiciens, sur un fond qui est un fond politique. Qui est un fond politique, quand même, parce que c'est bien cette question de, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez été isolationniste, en tout cas vous avez refusé la guerre au moment de la Première Guerre mondiale, et vous êtes allé en prison pour ça, manifestement aussi. Qu'est-ce que vous faites avec la Deuxième Guerre mondiale? Et là, il explique que les conditions sont différentes. Parce que justement, il y a la montée en puissance des nazis, et c'est pas simplement l'Allemagne. C'est pas simplement se battre contre l'Allemagne. Se battre contre l'Allemagne, à la limite, on pourrait s'en passer, comme on aurait pu s'en passer lors de la Première Guerre mondiale. Mais contre le nazisme, il faut faire quelque chose. Parce que là, c'est une idéologie qui est complètement différente. Et donc, face aux isolationnistes, il leur dit, on ne peut pas tenir cette position, c'est pas possible. Alors, pour revenir à votre question, quand même, donc, analyser ce type, pour moi, si j'avais une analyse à faire de cette bande dessinée, c'est pas différent de n'importe quelle autre bande dessinée. Parce que c'est pas du tout c'est pas les fondements des mathématiques pour les nuls, c'est pas ça, d'accord. C'est pas un cas de vulgarisation des mathématiques ou de la logique, il y a très peu de choses qui renvoient à la logique. On vous parle des types logiques de Russell, bon, on peut, les questions d'autoréférentialité aussi, l'autoréférence, d'ailleurs c'est très bien expliqué, entre parenthèses, avec le barbier, et donc ça passe très bien, avec un style d'ailleurs de dessin qui est très dessin animé. Des années, on a pris, oui. Et des années 30 en plus. Oui, des années 30, Betty Boop. C'est ça. Donc, bon,
Je veux dire, quand on connaît tout ça, ça fait une accumulation de références, c'est assez intéressant et c'est visuellement très fin, très subtil. Mais donc oui, pour moi, il n'y a pas de différence parce que c'est un récit comme n'importe quel autre récit. Et ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est de l'excellente bande dessinée, cela dit. Non, mais en tant que bande dessinée, parce qu'il y a des gens qui font de la bande dessinée autour de la science et qui font des choses qui sont un peu lourdes, justement, qui veulent être un peu trop didactiques. Et je pense que ce que peut faire la bande dessinée, c'est moins nous expliquer à travers la bande dessinée la science que nous montrer les conditions dans lesquelles on peut fabriquer de la science. Et je pense que là, justement, c'est une question de récit, de mise en scène. Et là, la bande dessinée, elle peut être très très efficace pour faire passer un message, mais qui est de l'ordre plus de la sociologie ou de la psychosociologie historique de la science que les résultats ou la manière dont on va construire les modes de raisonnement avant d'avoir les résultats scientifiques eux-mêmes. Je ne sais pas ce que ça pourrait être de traduire en bande dessinée les Principia Mathematica, les 3 volumes qui font 1000 pages. Déjà, il faut les lire, il faut les comprendre, il faudrait les décrypter, et ensuite il faudrait les traduire en bande dessinée. Mais est-ce que ça aurait un intérêt? J'en sais absolument rien, et je pense que jamais personne ne le fera. Et si quelqu'un le fait, on le regardera sûrement avec admiration, pas parce qu'il aura lu le bouquin en question, il l'aura compris et sera capable de le traduire en bande dessinée, mais je ne sais pas exactement ce que ça donnera. Je ne suis pas sûr que ça soit la question, en tout cas, pour la bande dessinée, de traduire au plus près un savoir scientifique. Ça peut se faire, mais plutôt quand on est dans le domaine des sciences sociales. Et il y a des collections comme Sociorama, par exemple, qui font un excellent travail. J'étais au RIS juste avant de venir, parce que j'étais un peu en retard. C'était c'était à Villeurbanne ici. C'est la maison des archives de Villeurbanne, mais c'est aussi un lieu de recherche sur Villeurbanne. Et on était en train de travailler sur la bande dessinée, et justement sur la bande dessinée dans sa relation à la sociologie. Et quand on voit la collection Sociorama, à la base, il y a des thèses, et vous avez des gens qui ont fait des thèses, qui travaillent avec des dessinateurs. Et ils vont en 120, 150 pages essayer de mettre en scène la question qu'ils ont traitée sous un format de thèse, mais la question de type sociologique, ils la mettent en scène à travers une bande dessinée. Ça, on peut le faire parce qu'il y a une proximité entre la sociologie et la manière de raconter une histoire. Alors, naturellement, il faut faire quand même ce travail-là, parce que la sociologie, c'est quand même sur un mode théorique. D'accord ? Mais on peut traduire cette posture même théorique sur un mode qui est plus celui du récit. Et à partir de là, on peut en faire de la bande dessinée sur un mode simplifié. Mais même en sociologie, l'explicitation d'un concept sociologique en bande dessinée, c'est pas du tout évident. Ça passe par la mise en scène, et ça va être à travers la mise en scène, la mise en récit, que vous allez pouvoir le comprendre. Je vous propose que les étudiants... Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que la bande dessinée, comme on appelle bande dessinée, et la bande dessinée intellectuelle, je dois dire quand même que Logicomics a été confronté à tous les éditeurs de la bande dessinée qui l'ont refusé. Au début, c'était, on s'est dit, tous les gens de la bande dessinée disaient non. C'est pas un livre pour nous, c'est quoi ce bouquin qui veut se veut pédagogique, se veut ceci, cela. Aux États-Unis, tous les éditeurs de bande dessinée l'ont refusé. Bloomsbury, c'est pas un éditeur de bande dessinée. En France, Vibers n'est pas un éditeur de bande dessinée. Bloomsbury, c'est un supermarché. Et donc on a été confronté à ça. Et je veux dire qu'on a été un peu blessé de ce côté-là parce qu'on voulait que ce soit une bande dessinée. Donc, quand vous parliez du racisme, tout à l'heure, on dit la bande dessinée, il y a eu aussi de ce côté-là. Et en toute modestie, ça a ouvert un petit peu une certaine route vers une bande dessinée qui peut aussi, pas être pédagogique, mais traiter de sujets un peu plus peut-être sérieux ou pas, je ne sais pas, mais on a été confronté à ça, vraiment. Je veux dire, c'est presque pas étonnant, parce que vous êtes vraiment des initiateurs, quoi. Vous avez ouvert une voie. Oui, mais c'était ça. En anglais, le livre est sorti en 2008, c'est ça 2008. 2008. Donc en 2008, il faut voir que les collections par exemple, on se développe, par exemple en France, on a quand même une culture de la bande dessinée qui est forte.
de vulgarisation scientifique, pour ce qui est par exemple de la sociologie, c'est bien après 2010. C'est très récent. Donc vous venez avant. Et sur une question qui renvoie aux mathématiques, alors même s'il n'y a pas des mathématiques ou de la logique particulièrement dedans, mais dire qu'on va parler à propos des mathématiques, même si c'est à propos des mathématiciens ou des logiciens, ça fait fuir tout le monde. Oui, c'est une évidence. Je veux dire, c'est un projet de fou à propos d'une histoire de fou. C'est juste dire... Oui, tout à fait. Comme le temps passe un petit peu, on propose une dernière lecture, les étudiants ont préparé, et après en fait je vous propose de poser des questions de manière plus informelle. On arrêtera, on lèvera la séance. N'hésitez pas à venir poser des questions de manière plus directe à Alekos Papadatos. Les étudiants ont choisi donc début, milieu et fin par rapport à leur lecture. Donc on terminera sur un mot d'Alekos sans doute et sur les remerciements. On y va? Donc là nous nous situons à la fin du récit. Nous assistons à un dialogue entre Russell et un ami, et tous les deux traitent des arguments donc, de Tractatus. La théorie de l'image est assez claire, mais elle nous donne la vérité uniquement à cause du langage supérieur de la logique qui la sous-tend. Vous remettez ça? Ça n'existe pas un langage supérieur. La vérité ne se manifeste que dans une seule version. Le langage de l'image est tout ce dont on a besoin pour décrire le monde, c'est-à-dire tous les faits. Et la logique? La logique est la forme du langage. Elle est prise en lui comme la structure de fer qui soutient un bâtiment. Essayez donc de vivre dans la structure de fer. Vous devez comprendre que mon idée centrale est l'exact opposé de la vôtre. Et de près et de fraîche, bien sûr. Je ne reprends que certaines méthodes. Votre échec dans la création de fondements de la logique s'explique par sa nature même. On ne peut parler de logique la logique. On ne peut pas la parler, on ne peut que la montrer. Une chose à la fois, mon vieux. À propos, votre livre démolit-il aussi les mathématiques? Oh, les mathématiques sont un assez bon outil. Mais donner à ces entités une sorte d'existence indépendante est de la folie. C'est ce qui produit des monstres, comme l'ensemble de tous les ensembles, comme le prétendu infini. Or, nous n'avons pas besoin des ensembles. Et dire que X est vrai de l'infini est aussi débile que faire des propositions à propos de l'univers. Vous avez tort. En voici une qui n'est pas débile. Il existe au moins 3 choses dans l'univers, à savoir, regardez. Cette branche, avec ses 3 feuilles. Donc il existe au moins 3 choses dans l'univers. Non, non et non! Vous vous trompez. Vous pouvez dire qu'il existe au moins 3 feuilles sur cet arbre. Mais vous ne pouvez pas dire dans l'univers, la logique ne doit le permettre, puisque vous ne pouvez pas représenter l'univers. Les paradoxes auraient dû vous alerter, Russell. La logique est vide, elle ne peut dire que la réalité. Une forme vide peut parler de substance, essayez donc, Faribol. Et c'est énoncé. Demain, il neigera ou il ne neigera pas. C'est une forme vide, et pourtant parfaitement vraie. Oui, mais ça ne nous dit rien du temps qu'il fera demain. Mon livre délimite le langage, et donc la pensée aussi. Mais le vrai problème est au-delà, c'est comment vivre. Et de cela, on ne saurait parler. Tous les faits de la science ne suffisent pas à comprendre le sens du monde. C'est pour ce faire, il faut s'extraire du monde. Sans langage ni pensée, comment prétendre quoi que ce soit? Qui sait, peut-être en sifflant? Trop froid pour siffler, Russell. Bibrement trop froid. Merci beaucoup. Alors du coup, je viens tout de suite au remerciement de la BU, Pascal Robert, Alekos Papadakos, au public bien évidemment, et je laisse le mot de la fin à Aleko. Non, tout à l'heure, Pascal Robert, il a parlé de la BD scientifique, et si on peut dire si ça existe, ça n'existe pas vraiment. Et je voulais dire que chez les mathématiciens, quand même, il existe quelque chose de très spécial qui les différencie de toutes les sciences. Les mathématiciens, quand ils prouvent quelque chose, c'est fini. C'est-à-dire, une fois que c'est prouvé dans l'histoire de l'homme, quelque chose, c'est fini. Quand c'est pas prouvé, c'est pas prouvé.
Mais quand c'est prouvé, c'est fini. Il n'y a pas à discuter après ça. Donc, ça, il y a quelque chose d'absolu, il y a quelque chose de très sec, très rigide par rapport à toutes les autres sciences et les sciences sociales qui disent on observe, on fait nos conclusions, on fait des théories, on adapte, etc., etc. Même dans la physique. Mais les mathématiciens, ils sont tous fous parce que ils croient à la preuve. Et quand il y a la preuve, il n'y a rien à discuter. Là-dessus, l'esprit mathématicien, les fanatiques que j'ai connus des mathématiciens, ils ont un esprit très drôle. Je voulais vous dire que quelques jours après, quelques semaines après l'apparition du bouquin en Grèce, en 2008, on a eu deux types de réactions. Il y a eu des mathématiciens qui nous ont dit, mais ah, excellent, excellent, c'était génial, vous avez vraiment tout couvert et tout, mais c'est des histoires d'émotions et des histoires de couple, machin. Il fallait virer tout ça. On s'en fout de tout ça. On veut de la mathématique. On veut la réalité. Et puis, ils n'étaient pas contents. Par contre, on a eu Apostolos, le scénariste, j'ai entendu, il y avait une dame, après une présentation, qui est arrivée vers lui, une vieille dame, qui lui a dit « Ah, j'ai vachement aimé votre bouquin, c'était génial. Et, bon, tout ce qui était mathématique, tout ça, moi j'ai sauté, parce que ça m'intéressait, les vraies histoires, les gens. » Donc, on a eu un public assez divisé. Merci beaucoup. Je vous invite, n'hésitez pas à venir poser quelques questions si vous voulez directement à l'Eco Pape Patato et puis à l'applaudir pour le remercier pour cette soirée.